Bonsoir Jean-Michel Apathy. Bonsoir. Éditorialiste à LCI, à Célébdo, auteur de J'ai un accent et alors aux éditions Michel Lafon, témoignage et enquête sur une discrimination oubliée. On y reviendra tout à l'heure dans le 5 sur 5 de Maxime Switek. Mais quand Patrick parle d'un édito impossible, c'est une réalité qui concerne tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, veulent enquêter ou remettre en cause les affirmations du professeur Raoult. On se souvient du professeur Karine Lacombe, chef du service des maladies infectieuses menacé de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, menacée de mort parce qu'à la télévision, elle faisait partie des quelques voix scientifiques qui émettaient des doutes. C'est dire si le débat est devenu impossible. Didier Raoult est devenu un objet de débat, donc des gens qui, depuis longtemps, il y a une grille de lecture qui est assez simple, contestent les élites et Paris, trouvent que Didier Raoult exprime quelque chose qu'ils ressentent. Mais moi, pour vous dire la vérité, j'ai pas tellement envie d'entrer dans ce débat. Parce que moi, depuis le début de cette crise, il y a autre chose qui me préoccupe davantage. C'est la faillite, mais vraiment la faillite, que nous mettons peu en lumière du système médical mondial, d'une certaine manière. L'affaire du Lancet est tout à fait révélatrice. Voilà 3 sommités médicales qui retirent leur signature de l'article qui critiquait la chloroquine, parce que, disent-elles, mais elles ne s'en sont pas rendues compte au moment où elles ont donné leur signature. Nous n'avons pas eu accès aux sources et nous ne savons pas si ce que nous avons co-signé est sérieux. Mais qui agit comme ça dans la vie ? Quel est le professionnalisme de ces gens-là ? Est-ce que ce sont des histoires financières qui ont amené des professeurs de médecine à donner leur signature à l'aveugle, puis à la retirer quand ils voient que leurs collègues rouspètent ? Mais plus gravement que ça, depuis le début de cette crise sanitaire, les médecins ont dit une chose, puis ils ont dit le contraire. On ne peut pas appeler ça de la science, on appelle ça du charlatanisme. Un médecin X dit d'un médecin Y que c'est un nul. J'ai participé hier à un débat sur LCI où un médecin sur un plateau, un infectiologue, a qualifié de, je ne sais plus comment il a dit, mais enfin c'était un mot ordurier, le rapport du conseil scientifique qui décrit le dernier avis. Les fameux 4 scénarios. Les 4 scénarios. Mais alors quand vous êtes vous, à venir à médecin, préparer en cas de deuxième vague. Quel regard vous voulez avoir sur cette planète médicale où ils passent tous leur temps à se chamailler à laquelle participe Didier Raoult, on est bien d'accord, qui n'est pas exempt de reproches. Est inclus dans ce propos. Mais il faut changer de nom. Ça, c'est pas de la science. C'est un bordel total. Et ça ne nous a pas aidés dans la gestion de la crise. Je pense vraiment que les voix discordantes ont été marginales. Elles ont été survalorisées par les télévisions, par les médias, et c'est normal, c'est leur métier de créer du débat. Vous vous souvenez de la grippette ? Elles ont été... la grippette, enfin, on nous a quand même dit... mais ça, c'est parce qu'on a le regard d'aujourd'hui. Tout le mois de février, des médecins ont dit aux médias... Il y a eu une minimisation de la pandémie, mais c'est vrai. C'était les connaisses de l'époque. La science, elle regarde... Ils ne nous ont pas aidés. Ouais. Sur les masques, des médecins qui ont dit que les masques n'étaient pas utiles, oui. Il y en a eu, ils ne nous ont pas aidés. Qu'en 3 mois, la planète médicale n'ait pas été capable de faire un sort sérieux aux affirmations du docteur Raoult, c'est un problème. Jean-Michel. Le Lancet, c'est un problème. Ça marche pas comme ça, normalement. On renverse la charge de la preuve. Le principe en science, c'est quand une équipe médicale propose un traitement, c'est à elle de fournir la preuve de son efficacité et de sa sûreté. C'est toujours comme ça que ça se passe. Didier Raoult refuse de le faire depuis le début. Il dit, moi, je ne fais pas d'essais, je ne fais pas de recherche, je soigne. Je donne le traitement dont je pense qu'il est juste. Mais du coup, toutes les équipes médicales du monde entier sont parties dans cette course qui coûte des milliards. Cette histoire d'hydroxychloroquine a coûté un temps invraisemblable, à consommer une énergie invraisemblable et de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent de faire des essais cliniques. Mais sauf que, normalement, ça ne marche pas comme ça. Ça marche dans l'autre sens. Un consensus sur ce plateau. Oui. Vous avez l'impression que la communauté médicale a parlé d'une seule voix dans cette crise ? Non, qu'elle nous a permis d'y voir clair ? Non, mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a une défaillance du politique qui a tout d'un coup donné beaucoup de pouvoir aux scientifiques ? Mais c'est normal. C'est normal. En février... Emmanuel Macron a eu cette formule, j'imagine qu'elle a été le fait de dirigeants dans d'autres pays. Il a dit, au mois de février, alors je ne sais plus quel jour, mais toutes nos décisions politiques seront appuyées sur les connaissances scientifiques, qui ne sont pas les nôtres, qui sont celles qu'on va nous apporter. On faisait confiance à la science, on a eu tort. Vous ne faites plus confiance à la science. Mais en tout cas, Jean-Michel, bien sûr, si je vais aller voir un docteur, je vais faire non, confiance. mais les erreurs commises ont été reconnues avec humilité. On a vu des médecins ici se succéder sur le plateau de cette annonce. Quelle arrogance, quelle manière de parler. Didier Raoult est la caricature des médecins, mais il n'en est que la caricature. Et puis, je vais vous dire autre chose, que nous sommes incapables de débrouiller.
incapables. Mais les intérêts financiers et les médecins qui parlent au nom de laboratoires, on a quand même eu l'impression que ça existait dans cette crise. Simplement ça, c'est Au sujet de la... c'est une partie Oui, il n'y a pas de opaque. traitement. C'est une partie opaque que nous sommes incapables de regarder. S'il y avait un attentivement. traitement tapis dans l'ombre derrière l'hydroxychloroquine, mais il n'y en a pas. Donc aujourd'hui, aucun laboratoire n'a intérêt à pousser un truc. C'est ce que dit Raoult, Ça il vous le semble pas quand même, remdesivir. ça vous semble pas quand même une réalité que la médecine n'est pas sortie, comment dirais-je, comme un élément fort dans Alors moi, cette j'ai le crise, sentiment contraire. et qu'il y a Hier, une défaillance? de quelle médecine vous parlez? Parce qu'on a vu hier Les encore médecins qui étaient ici sur le plateau. le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin à Paris qui a passé nuit et jour pendant 2 mois dans son hôpital autre chose. aux côtés des malades, Non. à imaginer Je au parle fur pas et à de mesure de l'action. la connaissance de la maladie la façon dont la traiter en Je réanimation, ne parle par pas de exemple. l'action, je parle du discours public. Mais on Je est- parle Ça faisait de la partie. manière qu'ils ont eu d'éclairer l'opinion, ou au contraire de rendre les choses plus complexes. Bah. Je n'ai pas l'impression qu'ils nous ont aidés. Elles étaient complexes. C'est-à-dire sur une maladie oui. dont on découvrait des choses tous les jours. Tous les jours. On est face à une maladie nouvelle, C'est vrai. inconnue, sur laquelle on a appris tous les jours. Les scientifiques apprenaient tous les jours. La grande différence, la nouveauté, c'est que l'opinion publique apprenait en temps réel et donc disait mais qu'est-ce que c'est que ce médecin qui se contredit? Le mardi, il dit blanc, Oui. le mercredi, il dit noir. Mais les choses ont vraiment évolué. Le problème, c'est que la science est devenue une opinion. C'est ce qui Oui. s'est passé Pas pendant du tout. cette crise. Enfin, pas du tout, pas du tout. Si, vous avez raison, mais moi je pense que c'est idiot de dire, quand on n'est pas médecin, Médecin, c'est scientifique. idiot de dire la chloroquine ça marche pas. Enfin, voilà. Il faudrait qu'il y ait il aurait dû avoir, en 3 mois ça doit être faisable, mais peut-être même qu'en France. Emmanuel Macron a bien été à Marseille. Exactement. Que des hôpitaux traitent des malades comme le recommandait le professeur Raoult. Personne n'a fait ça. Mais bien Mais sûr si, que si. si. Mais Il ça y a été eu un fait décret partout. qui l'a Mais autorisé, bien sûr. Jean-Michel. Non, Discovery, à Angers, puisqu'on donnait à trop Toulouse. tard, selon l'équipe de professeur Raoult. Raoult, la chloroquine. Trop tard. Oui, mais des pas au essais moment où lui le cliniques ont préconisait. inclus des malades Mais il du a Covid. préconisé. Mais pas au bon moment, comme, Mais je viens de le montrer, il a préconisé tout et Oui, son enfin, le contraire. le passage que vous avez montré, effectivement, où il dit j'en donne à la fin, existe, mais ce qu'il a plutôt souvent dit, c'est j'en donne au début. C'est partisan. Bon, j'en donne au début. Et puis, il y a une chose, je ne sais pas si la réponse a été apportée, pourquoi y a-t-il eu aussi peu de morts à Marseille? Bon, voilà. Il y a eu peu de morts à Marseille. Non, mais On on a n'a les pas chiffres. l'impression que la médecine... Axel Kahn disait qu'au contraire, la Que la mortalité médecine était plus a élevée dans les regardé Bouches-du-Rhône attentivement. que dans les autres départements du littoral Oh, méditerranéen, donc, Jean-Michel. vo- Il n'y a pas eu de moins de morts. Ah, je ne sais pas C'est si vrai. des gens disent que oui. Enfin, Non, bon. c'est pas vrai. Il y a moins de morts du paludisme à Paris aussi. mais Du c'est des côté comparaisons des qui- médecins, il n'y a pas eu de clarté. Les médecins ne nous ont pas aidés dans cette période. Ils auraient dû nous aider davantage qu'ils l'ont fait. Et spécifiquement en France, vous n'avez pas un médecin qui s'est dégagé du lot tellement tout a été embrouillé. Et si vous ne partagez pas cette opinion, parce que je vois que vous ne la partagez pas, mais ça, vous en êtes évidemment libre, comme je suis libre moi de garder la mienne, eh bien, tant pis. Moi, j'ai vécu toute cette période en me disant que la médecine, en France, dans l'explication et dans la pédagogie, avait plutôt manqué sa mission qu'elle ne l'avait réussi. La médecine a manqué sa mission. Et pourtant, Sa mission selon... d'explication. D'explication. Le travail Selon- dans les hôpitaux, c'est autre chose. Selon un sondage YouGov, au capital, les Français feraient davantage confiance au professeur marseillais Didier Raoult qu'au ministre de la Santé pour améliorer la crise sanitaire liée au coronavirus. Donc il inspire la confiance et non pas la défiance. Bah, en tout cas, Et ça vous inspire quoi, Jean-Michel? ça m'inspire que les sondeurs font de l'argent. Vous croyez que c'est une question sérieuse, ça? Non, franchement. C'est la question Bah, les que Français Didier- répondent c'est la question que sérieusement. Didier Raoult a suggéré lui-même dans sondeur l'interview avec David Pujadas, Ah où oui. il a dit qui les Français croient, faites un sondage. Oui, mais enfin, après, est-ce qu'on est obligé de faire le sondage parce que Didier Raoult réclame le sondage? Peut-être pas. Bah, Enfin, écoutez, c'est une question qui me paraît sérieuse. Si Didier Raoult, puisqu'on annonce un remaniement, je ne sais pas, si Didier Raoult devient ministre de la Santé, on verra bien. Mais enfin, comme ça, poser une question... Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de deuxième vague, puisqu'il a annoncé qu'il n'y en aurait pas. Ben oui, donc peut-être qu'il y en aura pas. En tout cas, il est devenu une icône Aujourd'hui, il anti-système. n'est pas le seul à le dire, d'ailleurs. Hein, pour être très honnête. Oui. Qu'une deuxième vague n'est pas le plus Mais probable. comme il disait qu'il n'y aurait pas de première, Oui, voilà, d'accord. Mais Ce qui est- on ne peut pas dire qu'il s'est trompé sur tout. Enfin, je trouve, moi, que dans la position qui est la nôtre, nous ne sommes pas des experts médicaux, dire qu'il s'est trompé sur tout me paraît aussi dangereux, finalement, pour le débat public, que de dire qu'il a eu raison sur tout. Je suis un peu effaré du phénomène d'opinion autour de lui, Oui. du phénomène d'opinion positive. Mais en même temps, ou alors c'est un imposteur total. C'est bien
Un infectiologue, c'est bien quelqu'un qui a une renommée internationale ou pas? D'ailleurs, je ne sais pas s'il en a. C'est l'alternative. Pardon? Je ne sais pas s'il a une renommée internationale. Il dit toujours, je suis une star mondiale. Mais je ne sais pas s'il en a une. Pour lire maintenant, abondamment la presse anglo-saxonne, il n'est quasiment jamais cité dans la presse anglo-saxonne. Désormais, si, le Financial Times lui a consacré un portrait. Oui, des portraits. Aussi, mais etc. quand on parle de l'hydroxychloroquine, il n'y est jamais dit le traitement du professeur Raoul. Si ça se trouve, c'est une gloire dans le Berry. J'ai été très frappé de découvrir qu'effectivement, il n'a pas accordé d'interview à de grands médias américains, mis à part le portrait du New York Times et Dr. House. La presse française a peu mis ça en valeur. Est-ce que c'est une star mondiale, comme il le dit, ou pas? On a peu cherché ça. Dans son domaine, oui, il a beaucoup publié, donc il est connu. Il est connu, repéré. Visiblement, vous dites que non. Oui, il est parmi les virologues les plus respectés au monde. En tout cas, c'est la façon dont on le présente et dont les scientifiques qui sont venus débattre de ces méthodes le présentaient. Donc nous n'avons pas d'intérêt à dire, enfin je trouve, parce qu'on n'a pas l'expertise pour le dire, qu'il se trompe sur tout. Il n'a pas raison sur tout, il ne se trompe pas sur tout. Il peut être plus débattu que ça, quoi. Il est au moins péremptoire sur tout. Ah oui. Ce qui est sûr, c'est qu'il est devenu, Jean-Michel, c'est qu'il est devenu une icône anti-système en à peine 3 mois. Oui, il y a tout de même une quête permanente de cet homme ou de cette femme providentielle hors système qui viendrait sauver la France. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour 9% des Français, ça pourrait être aussi le philosophe Michel Onfray ou carrément Jean-Marie Bigard pour 13% des sondés. Alors peut-être que vous considérez que c'est une question pas sérieuse qui a été posée aux Français, mais ils répondent sérieusement qu'ils pourraient imaginer de voter pour lui au présidentiel. Mais cette question-là, peu importe les personnes avec qui on la pose, elle met en valeur ou en lumière autre chose. Je regrette que, ça fait longtemps que moi personnellement je le dis, mais je regrette qu'on n'y soit pas plus attentif. La France est l'unique pays occidental depuis les chocs pétroliers des années 70 à n'avoir jamais, c'est l'unique pays occidental, renouvelé sa confiance aux sortants. Nous avons toujours battu dans les urnes, collectivement, celui qui venait de gérer la situation dans le pays. Quand on réélit François Mitterrand en 88, c'est pour battre Chirac, qui est le gestionnaire. Et donc, effectivement, de manière permanente, ce pays cherche l'alternance, le miracle politique. Nous avons poussé le raffinement, si j'ai à peine un peu de temps, jusqu'à laisser Nicolas Sarkozy dire qu'il n'était pas l'héritier d'un gouvernement dans lequel il avait travaillé 5 ans, mais que son programme était un programme de rupture. Nous avons poussé la cruauté jusqu'à empêcher, ça ne s'est produit dans quel pays démocratique ça? François Hollande d'être candidat à sa succession. Nous avons été chercher quelqu'un qui cassait les partis politiques, qui les cassait. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si Emmanuel Macron aura les moyens de se représenter. Je trouve que ça n'est pas acquis. Et donc, à partir de là, la porte est ouverte à des aventures politiques. Je ne dis pas qu'elles se produiront, mais à des aventures politiques. Et quand on voit, il y a de la statistique. En 2022, nous risquons d'avoir une candidate qui a déjà été candidate 2 fois à l'élection présidentielle. François Mitterrand a été candidat 2 fois, élu à la 3e, Jacques Chirac 2 fois, élu à la 3e. Les thèmes qui montent, ce sont les souverainismes, la protection, la frontière, la relocalisation. On peut dire ce qu'on veut, mais s'il y a bien un parti qui, depuis 40 ans, a enfourché ces thèmes-là, c'est le Front National, ou le Rassemblement National. Et le seul parti qui tient debout aujourd'hui, parce que tous les autres, ils ont quand même un peu les quilles en l'air, c'est le Rassemblement National. Voilà. Financé par un emprunt russe, tout ça est très cohérent, et donc nous aurons Marine Le Pen comme candidate importante dans la prochaine élection présidentielle. Et s'il y a en 2022 un second tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen, eh bien je pense qu'il y a beaucoup de gens qui hésiteront à voter Emmanuel Macron comme ils ont voté en 2017. Dans ce tableau, tel qu'il est, la démocratie française ne ressemble à aucune autre démocratie, eh bien, nous pouvons avoir l'élection de Marine Le Pen, le surgissement d'un individu que nous ne connaissons pas aujourd'hui sur la scène politique. Nous sommes ouverts au vent de l'aventure. Et si vous voulez le fond de ma pensée, ce sont des aventures qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Il y a des aventures qui sont belles et il y en a d'autres qui sont moins belles. Celles-là ne m'excitent pas outre mesure. Mais nous sommes là, ouverts à l'aventure, c'est une évidence. Merci Jean-Michel Apathy. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité.